Bonjour à toutes et à tous. Smart Impact, c'est l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE avec une nouvelle rubrique aujourd'hui, le tour du monde d'Amancio. Une fois par mois, Amancio Sampaio, chef d'entreprise, conférencier, analysera les grandes tendances de la consommation responsable autour du monde. On commence avec le lait végétal juste après ces titres. Notre débat, il porte sur cette belle idée d'intelligence collective. Est-ce la clé d'une politique RSE réussie? Comment la mettre en œuvre? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir une peinture inspirée de la nature avec Océinde. Du lait végétal, de l'intelligence collective, du biomimétisme, voilà nos thèmes. C'est parti, c'est Smart Impact. Le tour du monde d'Amancio, c'est donc notre nouvelle chronique. Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Qui êtes-vous? J'ai envie de vous poser cette question pour commencer. C'est quoi votre... Vous êtes, je disais, chef d'entreprise, conférencier. C'est quoi votre parcours? Voilà, je vais vous donner un peu de précision. Bonjour oui. Thomas. Donc moi, j'ai une expérience de dirigeant à l'international dans le secteur de la consommation. Ainsi, un PDG en France d'une grande entreprise de deux secteurs. Actuellement, je suis très actif dans l'investissement et aussi dans les conseils stratégiques d'entreprise, avec une attention très particulière sur la RSE, parce que j'ai une conviction que la RSE, elle doit être au centre de préoccupations stratégiques des entreprises. Et donc, c'est pour ça que ça vous intéressait de faire ce tour du monde des initiatives. L'idée, c'est quoi? C'est de trouver les bonnes idées, de les partager? Ben voilà, l'idée, en fait, c'est de partager des idées, des initiatives, des innovations qui ont vraiment le potentiel, en fait, d'avoir un impact positif sur la planète. Bon, alors on va commencer par une chronique très alimentaire, c'est ça? Voilà, exactement. Et pour commencer, peut-être je voulais vous poser une question. C'est le monde à l'envers, oui. Il faut innover quand même. Donc, je voulais vous demander si vous avez bu du lait ce matin pour le petit déjeuner. Alors, pas ce matin, j'en ai bu hier, mais alors je bois du lait d'avoine, moi, en ce moment, avec des céréales. Ben voilà, c'est parfait parce que c'est un très bon pont pour les sujets qu'on va discuter parce que les protéines végétales, c'est tendance, c'est en croissance, il y a énormément d'offres. Et en fait, je voulais me concentrer aujourd'hui sur le plus gros segment, qui c'est vraiment les produits alternatifs au lait végétal. C'est plus un produit de niche. Aujourd'hui, c'est présent vraiment dans la grande consommation, chaque fois plus dans les ménages de tout le monde, comme chez vous aussi. Et là, pourquoi en fait ce produit il a pu évoluer pour avoir une consommation courante? C'est vraiment parce qu'il répond à deux besoins consommateurs très présents aujourd'hui. Un, c'est le bien-être, où les gens ils ont la volonté d'améliorer leurs pratiques alimentaires, par exemple avec les régimes flexitariens, où il y a une réduction de la consommation de protéines végétales. Et d'autre part, c'est la préoccupation de réduire l'impact environnemental. Et là aussi, ces deux vecteurs permettent en fait la croissance du secteur. Les industriels, ils ont augmenté l'offre au niveau quantitatif et qualitatif, et on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'activités et de croissance dans ce secteur. Ouais, donc c'est mieux pour moi et meilleur aussi pour la société, pour la planète. Alors, vous nous aviez promis de nous faire voyager, donc qu'est-ce que vous nous proposez, Amancio? Vous voyez, nous pouvons partir directement aux États-Unis. Je crois que les États-Unis, c'est un marché emblématique pour le développement de ces boissons végétaux, en fait, ou les laits végétales, comme on peut l'appeler aussi. Et là, ce marché, il a eu une croissance qui s'est accélérée à partir de 2015, à environ 6% par année. Et en 2020, il y a eu vraiment une accélération avec une croissance de 20% pour arriver à une valeur de marché de 2,5 milliards de dollars, avec une présence aussi dans tous les ménages. Aujourd'hui, on estime qu'environ 41% des ménages américains achètent déjà des boissons végétaux. Et donc le lait végétal, ça représente 15% du marché total du lait. C'est une tendance internationale aussi? C'est international, oui. Au niveau international, on va voir en Amérique du Nord, comme je viens de mentionner, aussi dans les pays européens, en Asie et en Chine. Les marchés total aujourd'hui, ils représentent déjà 16 milliards de dollars annualisés, estimation de 2019, avec une très grande pénétration aussi dans les ménages qui va varier dans ces régions-là entre 30 et 40%. Et avec beaucoup d'entreprises, d'activités entrepreneuriales dans ce secteur. Quelques entreprises qui s'illustrent dans cette catégorie. Donnez-nous quelques exemples. Voilà, c'est vrai qu'un marché de ces dimensions
avec une croissance, ça met que le monde entrepreneurial est en ébullition aussi. Je crois qu'un bon exemple à mentionner, c'est l'entreprise Oatly, que en fait, ils ont été créés il y a environ 30 ans par les chercheurs de l'université de Lund en Suède pour développer une boisson à base d'avoine qui pourrait être un substitut au lait pour les gens qui avaient des intolérances. Vers 2015, ils ont repensé en fait toute la commercialisation de l'entreprise avec son commercialisation, surtout aux États-Unis. Donc l'image de marque, l'offre produit et aussi en fait la façon de la commercialisation. Là, ils ont allé chercher des leaders d'opinion, les baristes, les coffee shops, pour lancer les produits. Et puis des stars aussi. Ben voilà, justement, ça a engrangé une grande croissance, c'est pas passé inaperçu. D'un coup, il y a des investisseurs qui sont revenus derrière l'entreprise, comme c'est vraiment des investisseurs de haut profil. En fait, on voit Oprah Winfrey, on voit Nathalie Portman, Jay-Z, l'ancien président des Starbucks. Et là, l'entreprise, elle a été cotée en bourse en début de cette année et la valorisation, c'est environ 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars pour Oatly, un autre exemple. D'autres exemples, si j'utilise le monde de la disruption, que c'est aussi le monde des startups, il y a une entreprise qui est très active dans la protéine végétale, que c'est Impossible Foods. Eux, ils ont annoncé déjà une diversification de R&D pour investir aussi à développer en fait un lait végétal. Et là, l'objectif, c'est la parité avec le lait animal dans le sens de sa texture et la façon comment ça va interagir avec des boissons, surtout par exemple comme avec les cafés. Les grandes entreprises du secteur aussi n'ont pas laissé passer. On voit Danone qui a fait un grand investissement aussi en rachetant White Wave aux États-Unis. Ce sont les propriétaires de la marque Alpro et Silk. C'était un investissement quand même de 12,5 milliards de dollars en 2016. Et ils continuent à augmenter aussi, à investir dans l'augmentation de leur capacité de production. Ça, c'est Danone, Nestlé. Nestlé vient de lancer un produit qui s'appelle Wunda, à base de pois, parce que là aussi, on va utiliser beaucoup de différents végétaux, en dépendant de qu'est-ce qu'on va y arriver, que c'est l'idée derrière aussi ces produits, c'est d'avoir en fait plus de protéines avec moins de caractéristiques de goût. Amancio, pour quelles raisons le développement de ce secteur, selon vous, il peut être pérenne? Je crois qu'il peut être pérenne parce que ça répond des questions de base et des attentes de base, des tendances consommateurs, que c'est vraiment la question nutritionnelle et la question d'impact. Et celle-là, c'est-à-dire si on parle RSE et nutrition, c'est quelque chose qui va rester pour les longs termes. Et dans ce sens, on va savoir que quand on parle de l'impact, c'est clairement avec un impact positif comparé au lait animal. Pourquoi? Parce que ça va utiliser beaucoup moins de surface agricole, il y aura beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, et pour finir, moins d'utilisation d'eau aussi. Là, ça va dépendre de quel végétal, et ça c'est intéressant parce qu'il y a une grande diversité et on ne peut pas toujours généraliser. C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation de l'eau, l'amande va utiliser plus d'eau que les soja, par exemple. Mais de toute façon, les deux, ils vont consommer beaucoup moins d'eau que les laits animaux en comparaison. Et là, dans la diversité, quand on va parler nutritionnel, là, c'est très important aussi de tenir en tête que ce n'est pas un substitut exact au lait. Il va y avoir des écarts, dépendant de chaque produit, mais en termes très, très général, par exemple, on peut dire, voilà, que le lait végétal, il va avoir plus de graisses non saturées, plus de vitamine E, mais moins de calcium, moins de protéines. Ceci dit, il faut vraiment savoir les profils de chaque produit, parce que c'est de l'amande. On choisit en fonction de soi, quoi, évidemment. Voilà. C'est pas général, parce que si c'est de l'amande, si c'est de l'avoine, si c'est du soja, le profil nutritionnel, ça va être différent. Et en plus, les fabricants, ce qu'ils font, c'est que dans l'offre produit, ils vont rajouter ou pas des composants nutritionnels. Par exemple, rajouter du calcium et tout ça. Donc, le consommateur, il doit être très attentif à ce qu'il est en train d'acheter, pour les goûts, pour les contenus, avant de faire un choix que ce soit vraiment le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Oui, il faut bien regarder, parce que c'est vrai que l'offre, elle devient de plus en plus variée. On voit les linéaires maintenant, on est un peu submergé. Voilà, il faut bien regarder. Si vous deviez faire, on va conclure là-dessus, Amancio, un pari personnel, est-ce que vous miseriez-vous sur cette tendance à long terme?
Oui, parce que je crois que justement, la tendance de base consommateur, elle est là. Ça répond à une vraie problématique que ça augmente seulement en urgence, si on parle RSE et aussi les besoins nutritionnels. Et en plus de ça, je crois qu'avec la technologie, l'écart ou la parité avec les laits animaux, ça va se réduire à un niveau qu'on peut avoir vraiment des produits très spécifiques à nos besoins avec cette alternative, que ce soit positive pour la planète. Merci beaucoup Amancio Sampaio dans Smart Impact. On vous retrouvera évidemment très régulièrement. Prochaine étape de votre tour du monde, on verra la prochaine fois. Ce sera évidemment une surprise. On passe tout de suite à notre débat sur l'intelligence collective. Quel beau mot. L'intelligence collective est-elle la clé d'une politique RSE réussie? C'est le thème de notre échange tout de suite, notre débat avec Julie Devinant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe de FanVoice. À vos côtés, Joachim Lemry, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur adjoint à la direction développement durable et innovation transverse chez FH. Peut-être un mot de présentation de FanVoice pour commencer, Julie Devinant, entreprise créée il y a 7 ans. Est-ce que vous diriez qu'elle s'est même créée autour de cette idée d'intelligence collective? Complètement, vous avez raison, puisqu'on est une plateforme intelligente, digitale, qui permet de rassembler un maximum d'individus autour de problématiques très diverses dont on va parler dans un instant, pour les engager aux côtés des entreprises et finalement prendre des intelligences individuelles pour résoudre des problèmes collectifs et trouver des solutions. Donc vous aidez les marques à trouver des solutions en embarquant à la fois leurs collaborateurs et leurs clients. C'est les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre? Ça peut être les deux, ça peut être soit les collaborateurs, soit les consommateurs externes. Oui. Et nous, l'intérêt de notre plateforme FanVoice, c'est qu'on l'a pensée pour simplifier la démarche et pour qu'elle soit vraiment efficace sur le court terme, puisqu'on avait cette envie d'avoir un outil qui permet d'accélérer soit l'innovation, soit la transition écologique, et donc d'être dans cet élan du tous ensemble pour des solutions plus efficaces. Bon, et on va voir comment vous avez évidemment travaillé avec FH. FH, plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l'international, 72 000 collaborateurs. Ce qui fait 72 000 innovateurs potentiels. J'ai vu ça sur le site d'FH. C'est quoi? C'est ce potentiel que vous cherchiez à faire émerger en quelque sorte? Absolument. On travaille sur la transition écologique et l'innovation durable. Et évidemment, ce n'est pas qu'un sujet d'experts entre nous, en chambre. On a besoin d'aller chercher cette intelligence collective pour faire cette innovation de la transition écologique et de l'innovation durable. Donc, parmi cet immense réservoir d'innovateurs potentiels, et on verra après, entre les populations d'encadrants, d'ouvriers, ce n'est pas si simple. On évoquera juste après. Comment vous faisiez avant, si on fait un avant-après? Parce que j'imagine qu'il y avait déjà ce souci de faire émerger des idées en interne. Oui, on est dans un monde d'ingénieurs. Oui. On a fait le viaduc de Millau et tous nos collaborateurs, on ne leur demande pas de faire le viaduc de Millau, évidemment. Et donc, en fait, c'est toujours une affaire d'innovateurs, techniciens, hyper experts. Et c'est super, mais ce n'est pas très inclusif, ce n'est pas très participatif. Et ça ne permet pas d'accélérer le mouvement de transition. Nos enjeux sont colossaux, vous le savez, on doit changer et muter notre métier globalement, on doit construire différemment et on doit aller chercher des innovations pour embarquer nos clients finaux, penser les usages différemment, ce qui ne se construit pas toujours dans les habitudes des meilleurs experts. Et donc, voilà, on avait vraiment besoin de passer de quelque chose en chambre très expert à une innovation beaucoup plus ouverte, participative, inclusive, voire ludique. C'était quoi le cahier des charges justement avec FH? Expliquez-nous. Exactement comme il vient d'être décrit. Ludique. Ludique, et surtout il y avait un enjeu aussi qui a été précisé à l'instant, c'était que ce soit inclusif. L'idée c'était que tous les collaborateurs puissent accéder à un outil. Et donc qu'on soit vraiment dans une démarche à grande échelle, et j'insiste sur ce point-là, puisqu'encore une fois, c'est une des spécificités de notre plateforme. Avec les fonctionnalités qu'on a mis en place, on participe facilement, on interagit facilement avec les autres aussi, puisque c'est une des vertus du participatif. Je ne suis pas là tout seul dans mon coin à partager des idées, je me nourris aussi de ce que les autres vont dire et des réactions qu'on va pouvoir faire aussi sur mes propres propositions. Donc on est vraiment à la fois dans cette inclusive, bienveillance,
bienveillant et dans cette accélération dont on parlait aussi, qui permet d'accéder à plus de valeur ajoutée, notamment parce que sur notre outil, on intègre un outil d'analyse sémantique qui permet de cartographier finalement assez rapidement les différents échanges, parce qu'on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de propositions, et de voir ensuite est-ce qu'il y a des thématiques communes qui émergent, est-ce qu'il y a au contraire des idées qui vont être très à la marge et qu'on va regarder en général avec beaucoup d'attention parce qu'elles portent souvent en elles des innovations de rupture. Est-ce qu'il y a des outils, des ateliers par exemple spécifiques qui sont créés autour d'une thématique quand elle émerge et qu'elle provoque l'adhésion? Alors ça dépend, après il y a différentes façons et différents protocoles, mais il est effectivement, c'est une des méthodologies classiques d'avoir une sorte de premier tour, une conversation très large à bâton rompu, encore une fois via un outil digital, pour identifier des thématiques communes, des idées qu'on a envie de faire grandir par la suite, et on peut dans un second temps se fédérer en groupes plus restreints et travailler, approfondir, creuser ces idées-là pour en faire des solutions à terme facilement ou plus ou moins facilement applicables dans le quotidien et dans les métiers notamment des phages. Il y a déjà des solutions qui sont ressorties de l'utilisation de FanVoice? Oui, il y en a plein. Pas forcément les grandes idées du siècle, des solutions plus prosaïques, plus proches finalement à la fois du quotidien de nos collaborateurs et puis aussi peut-être du client final. Je pense par exemple dans le cadre d'une campagne interne sur le logement de demain qui était fait il y a presque 2 ans maintenant. Une des idées fortes, ça a été par exemple de pouvoir aider les acquéreurs à emménager et à designer leur logement. Et on a créé du coup l'atelier Baillefage, qui est une aide juridique, administrative, des outils pratico-pratiques pour les futurs acquéreurs, ce qui n'était pas du tout dans l'offre d'Eiffage Immobilier, une de nos filiales, sur ce sujet. Donc là, c'est très concret. Ou autre chose de concret, beaucoup plus interne, beaucoup plus finalement symbolique, j'ai envie de dire. On avait une campagne bas carbone, logique, et notre DSI, un service support, direction des services informatiques, a voulu bien y participer en reprenant une idée forte qui avait été émise par beaucoup de collaborateurs, c'était tout simplement le tri numérique. Les mails, trop de mails partout, faisons du tri, ça encombre les serveurs, et donc c'est forcément des émissions de gaz à effet de serre à la clé. On a eu une campagne en début d'année de tri numérique de notre DSI, donc une mise en œuvre de cette idée forte de nombre de nos collaborateurs. 3,5 millions de mails ont été supprimés, 25 millions de mails, ce qui représente 3,5% de notre volume de mails généraux. Et ça, c'est quand même pas rien quand on pense qu'un mail, c'est 20 grammes de CO2. Oui, bien sûr, c'est très concret ce que vous nous expliquez, même si le numérique peut sembler immatériel. Est-ce qu'il y a, Eiffage, c'est un très grand groupe, je l'ai dit, 72 000 collaborateurs. Est-ce qu'il y a des initiatives qui avaient pu naître dans une filiale ou dans une région et que finalement cet outil vous a permis aussi de faire essaimer? En fait, le premier SMH, c'est l'idée même de la Startbox, de cette boîte outil numérique, qui était une très bonne idée d'une de nos filiale autoroutière de concession APRR. Et c'est au sein de cette filiale que cet outil digital a été développé. Et ensuite, on l'a essaimé. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est une super bonne idée. Évidemment, APRR fait du business to consumer, puisqu'on a des clients usagers. Quand on paye un péage sur la voiture. Et évidemment, ça parle bien. Et nous, côté constructeur, BTP plus stricto sensu, effectivement, il y a un petit côté, ah bon, mais est-ce que c'est fait pour nous, un tel outil? On n'a pas finalement tant de clients finaux. Mais si, en fait, on a des clients finaux. Les habitants des logements qu'on construit ne sont pas tout à fait nos clients directs, mais en réalité, on a besoin de proposer des innovations pour eux. Et c'est pareil pour les infrastructures que l'on livre ou bien les services à l'énergie. Tout cela a une espèce de finalité avec des usagers derrière et ça nous rapproche, j'ai envie de dire, de la vraie vie, tout simplement. Donc voilà, un essaimage finalement sur le sujet, mais tout à fait intéressant. Julie Devinan, l'intelligence collective, j'aime beaucoup cette idée, ce concept, mais pourquoi c'est particulièrement un levier de transition écologique ou de politique RSE? Je pense, et d'expérience avec les grands groupes avec lesquels on travaille, je vois différents bénéfices à l'intelligence collective. Le premier, et des initiatives de ce type-là, c'est qu'elles permettent de sensibiliser.
en rassemblant le plus grand nombre, le tout premier bénéfice, c'est dire il se passe quelque chose, il y a une urgence, on a des choses à faire, et collectivement, on va se mettre en marche pour trouver des solutions. Et ça permet, à la maille d'un groupe aussi grand qu'Eiffage, de rassembler et de créer un sentiment d'unité autour de ces problématiques qui sont des problématiques d'aujourd'hui. Et de dire, c'est pas que le sujet du département RSE et des équipes de Joachim, c'est un sujet qui nous concerne tous et vous avez potentiellement un bout de la solution. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et le second bénéfice, et c'est le plus compliqué, mais c'est là où il y a toute la vertu de l'intelligence collective, c'est de trouver des solutions concrètes, d'arriver à faire émerger de ces conversations et de cette masse des idées, des groupes d'idées qu'on va pouvoir ensuite, d'une certaine façon, incuber, faire grandir pour sortir des solutions nouvelles autour du logement, autour des nouvelles façons de consommer et peut-être parfois en sortant même de son métier historique. C'est ce qu'on voit avec beaucoup des groupes avec lesquels on travaille. On entre par une porte et sur une thématique et cette intelligence collective nous permet de voir que la solution, elle n'est peut-être pas sur le métier initial de l'entreprise. Et donc, ça permet de réenvisager aussi le rôle de chaque entreprise au prisme de son métier initial, mais aussi au prisme d'un écosystème et d'une société qui bouge. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans ces exercices. Je vous pose la même question, intelligence collective et spécifiquement politique RSE. Oui, en fait, on a besoin d'aller chercher la conscience citoyenne de nos salariés. Chaque salarié revient chez soi le soir, à ses enfants, à regarder la télé, entendu la radio, on ne parle que d'écologie, de développement durable, de transition écologique, et on en parle parfois avec beaucoup d'aspects négatifs. Tout le monde est conscientisé globalement. Mais bizarrement, on est dans un monde où quand on revient au bureau le matin, on raccroche cette conscience citoyenne un petit peu sur le porte-manteau et on a du mal à faire matcher les impératifs, notamment d'ingénieurs, par rapport à ces enjeux colossaux. Et là, avec ce genre d'outils, on va chercher cette conscience citoyenne et ça permet d'ouvrir les perspectives à chacun, de se sentir plus libre. Je rappelle qu'on a les participations sont sous le sceau de l'anonymat, ce qui permet de casser la peur de dire mais je peux peut-être proposer quelque chose mais certainement pas, c'est pas suffisamment expert, intelligent, etc. Clairement pas. En fait, l'autocensure est abolie avec cet anonymat, l'éco-citoyenneté est au cœur et on mobilise les salariés là-dessus. On a une communauté aujourd'hui de 18 000 inscrits, donc sur nos 70 000 collaborateurs, c'est énorme. Alors, c'est pas 18 000 éco-citoyens parce que toutes nos campagnes de collecte d'idées ne sont pas dédiées à la transition écologique, mais ça s'accélère. On en a de plus en plus, bas carbone, biodiversité, c'est vraiment les sujets des 2 dernières années très forts. Ouais. Est-ce que, Julie Devinon, il y a une taille critique à l'intelligence collective? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, on est vraiment face à un grand groupe, mais est-ce qu'une PME peut finalement y trouver son utilité? Complètement, en fait. La taille critique, on commence à être intelligent collectivement à partir du moment où on est 2. C'est-à-dire que là, nous 3, on fait une forme d'intelligence collective. Voilà. Donc, la vertu, c'est que plus on est et plus on va aller chercher des idées qui peuvent être différentes ou similaires. Hein. La convergence des idées, c'est aussi un point qui est très important. Au plus, on va être capable de dire on est sur une tendance forte ou on est sur quelque chose de plus faible, mais qu'il faut regarder avec attention. Nous, le seul critère que l'on a dans la façon d'utiliser l'outil, un critère de vigilance, c'est quand on fait de l'analyse, donc on rentre vraiment sur, on a récolté des centaines, des milliers d'idées, etc. On a une limite pour se dire, on peut analyser et être serein sur le fait que ça va être représentatif de cet instantané communautaire et ça va être véritablement critique pour l'entreprise en termes d'enseignement. Et en général, c'est un corpus qu'on dit de 300 à 400 idées. Donc c'est à partir de ce volume-là qu'on commence à rentrer dans quelque chose suffisamment pertinent en termes d'implémentation. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce projet commun autour de l'intelligence collective. On passe à Smart Ideas, on va s'inspirer de la nature. Tiens. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Nicolas Dujardin, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur des opérations de Océinde. C'est quoi? C'est un groupe français, c'est ça? C'est un groupe industriel français familial, oui, tout à fait.
avec une société qui s'appelle ID, c'est d'elle dont on va parler plus spécifiquement, et une peinture d'un nouveau genre. C'est quoi cette peinture? Oui, effectivement. ID, c'est une société de fabrication de peinture qui est en majorité dédiée au grand public, donc que vous retrouverez en GSB, dans les grandes surfaces de bricolage en général. Et récemment, effectivement, on a innové, c'est une première mondiale. Aucun fabricant ne l'avait fait avant nous. On a développé une peinture à base de matières premières recyclées. Donc on a utilisé plusieurs sources, les huîtres, notamment leurs coquilles, qu'on a concassées et qu'on utilise aujourd'hui dans la poudre qui va servir en fait à la blancheur de nos peintures. Et puis une deuxième matière première qu'on utilise aussi d'origine recyclée, c'est une résine à base de pare-brise. Donc on prend le PVB, c'est le film qui est à l'intérieur des 2 plaques de verre d'un pare-brise. Entre les 2 plaques de verre, d'accord. Et qu'on va refondre et qui va servir de liant à nos peintures. Donc aujourd'hui, on propose une peinture qui s'appelle éco-respectueuse et qui est composée à 50% d'origine de matières premières recyclées. Alors on va rentrer dans le détail. Je commence par les coquilles d'huîtres. Quelle qualité elles offrent à cette peinture? Oui, alors la qualité de la coquille d'huître, déjà, c'est une origine naturelle. Oui. C'est assez gratifiant de pouvoir utiliser une matière première qu'on appelle aujourd'hui secondaire. C'est pas une matière première issue du pétrole, c'est pas une matière première issue de la chimie traditionnelle. C'est vraiment une matière première qu'on va aller récolter sur les littoraux bretons, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle va apporter comme qualité? Elle va apporter de la blancheur à la peinture. C'est quand même une qualité première aujourd'hui. Et elle va pouvoir remplacer des carbonates de calcium issus de carrières traditionnelles, traditionnellement utilisées dans la fabrication de peinture. Alors, question de Béotien, mais il y a une filière de récupération des coquilles d'huîtres quand j'ai fini ma douzaine, moi? Alors, ça débute, oui, effectivement. Comme les coquilles Saint-Jacques. Aujourd'hui, c'est aussi une autre source de récupération de déchets aujourd'hui qu'on peut recycler dans nos peintures. Donc il y a une filière qui s'organise depuis quelques années. C'est assez récent. Encore une fois, on est les premiers utilisateurs, les premiers fabricants de peinture à utiliser cette ressource. Ouais, donc c'est ce que vous nous avez dit, une première mondiale. Et puis donc il y a ce film plastique, déjà il fallait le savoir à l'intérieur de, moi je l'ai appris en préparant l'émission, entre les 2 plaques du pare-brise. Mais d'où vient l'idée? Qu'est-ce qui vous a amené à se dire, tiens là il y a une matière première, un sourcing potentiel? Alors c'est un partenariat resserré en fait avec le fabricant de cette matière, qui s'appelle Shark Solutions, qui est une entreprise mondiale avec des installations aux États-Unis mais aussi en Europe bien sûr, et particulièrement en Belgique, qui recycle le plastique en général. Et qui là s'est spécialisé dans le recyclage de cette feuille de PVB. Donc il le récupère auprès de Carglass, auprès de n'importe quel fabricant de pare-brise. Ces pare-brises, elle les détruit, elle les concasse, et nous on les réutilise et les réintègre dans la fabrication de nos peintures. Et donc cette matière, parce que moi j'imagine un film plastique, qu'est-ce que ça devient dans la peinture en fait? Ça devient le liant. C'est ce qui va aujourd'hui lier l'ensemble des composants d'une peinture, et notamment les coquilles d'huîtres, mais aussi les autres composants qu'on peut avoir dans une peinture. Combien ça vous a pris de temps de recherche et développement pour arriver à 2 ans pratiquement. 2 ans, pourquoi? Parce que c'était une innovation et de la part de Shark, et de la part de l'usine des Kervelin, qui est le fabricant de la poudre d'huître. Et aujourd'hui, en fait, c'est une innovation. Donc, une innovation, ça prend du temps. C'est la première fois qu'on utilisait des déchets recyclés, des composants recyclés dans nos peintures. Et donc, on a tâtonné avec 2-3 partenaires sur la formulation de cette peinture. Ça, c'est l'esprit pionnier. Elle est commercialisée aujourd'hui? Elle est aujourd'hui commercialisée dans des grandes surfaces de bricolage en France, en Europe, Belgique, Hollande, Espagne, Italie bientôt, et puis l'ensemble de l'Europe de l'Est ensuite. Merci beaucoup, merci Nicolas Dujardin d'être venu présenter cette peinture éco-responsable, on va l'appeler comme ça, de l'entreprise ID et du groupe Océinde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart Impact. Je voudrais remercier aussi Joséphine Dacoury qui m'accompagne tout au long de la semaine à la production et à la programmation de l'émission, Axel Poulou à la réalisation et Mamou Saïd au son. Je vous dis à très vite sur la chaîne des Audacieux. Salut.